Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. 6 morts, 8768 maisons inondées. Tel est le bilan des pluies diluviennes qui se sont abattues sur les départements de l'Ouest et de la Grand'Anse. Bilan réalisé par la direction de la protection civile. Les pertes en vies humaines ont été notamment recensées dans les communes de Delma et de Carrefour. Une requête sera déposée au ministère de l'Intérieur en vue de porter assistance aux familles des disparus, selon la coordonnatrice technique de la protection civile de l'Ouest, Nadia Louchard. Ah, Dame Nature, comme tu nous tiens. Le temps des règlements de compte, comme toutes les années, arrive. Pourtant, nous ne sommes qu'au mois d'avril. Pas un mai pour le début de la saison des pluies. Et déjà, nous comptons les cadavres. 6 morts, 8768 maisons inondées dans le département de l'Ouest, selon la coordonnatrice technique du Bureau de la protection civile, Nadia Louchard. Dans le niveau département de l'Ouest, là, nous avons des communes qui sont dans la zone métropolitaine qui sont très affectées. Nous avons Gressier, Carrefour, Delma, Cité Soleil et puis Tabar. Nous avons 6 morts, 3 morts au niveau de Carrefour, 3 morts sont sortis dans Sapoti. Dans Sapoti, dans la zone fêlée par en bas, il y a un caille qui glissait, un tête cassée. Ça veut dire un déboulonnage qui tombait. Là-dedans, il y a 3 petits monde qui mourent. Il y a 7 ans, il y a 4 ans, avec 8 ans. Les 3 personnes qui mourent d'Elma. Le premier, c'est une jeune fille, c'est Mule Le Rocher, dans Delma 31, qui tombait, qui tuait lui-même. Les 2 petits monde, c'est en haut, dans Solino, qui a encore de l'eau passée, mucrasée, calée avec 2 petits monde, qui tuait 2 petits monde. Donc ça fait 6 morts là. Ensuite, nous avons gagné inondation caillou. Il y a un problème tabac là. De l'eau descend tabac, Cafou-Clessine, Cara2, de l'eau descend. Nous gagnons de l'eau qui te descend tout, il faut que nous comprenions de l'eau saute Delma, de l'eau saute Cité Soleil, donc les sorties, de l'eau saute Delma, pardon, de l'eau saute tabac, la Cité Soleil. Donc Cité Soleil, c'est commune qui gagne plus caille qui gagne inondation. Donc c'est un peu ça au total. Bilan pour le département de l'Ouest là, c'est 6 morts, 8377 cailles qui inondées. Là-dedans, il y a 60 cailles qui inondées dans Delma, il y a 7528 cailles inondées dans Cité Soleil, nous avons 676 dans Tabar, dans Gressier, il y a 74, dans Carrefour, il y a 39. La Grand'Anse, l'autre département fortement touché, se relève péniblement. Plus de 300 maisons inondées, des centaines de familles sinistrées, des plantations ravagées. La population est invitée à quitter les zones à risque et à doubler de vigilance. Le danger est là. Alta Jean-Baptiste. Il y a une commune Jérémie qui était affectée, il y a une commune Abricot, Corail et puis Dame-Marie. Dans la commune Saint-Yo, maison qui était inondée sous Jérémie, évaluée jusqu'à présent à 298, sous Abricot 58 et puis Corail 35. Nous gagnons au total 391 maisons qui étaient inondées sous département Grand'Anse dans 4 communes que je cité là. Nous comprenons avec que perte agricole yo considérable. Bien que tout dans le moment ça, la pluie qui tombait est favorable à l'agriculture parce que nous sommes passés anti-saison côté que pas de gagner en pile la pluie qui était tombée. Donc, détérioration sous infrastructure, sous zone, sous département Grand'Anse, particulièrement Jérémie. C'est un gros dégât que nous enregistrons parce que travaux publics sont obligés de faire des investissements pour préparer un pile route qui détérioré. Le directeur du Centre de météorologie, Ronald Semelfort, annonce le retour du beau temps à partir de ce mardi. Mais les risques d'éboulement, de glissement de terrain sont réels à cause de la fragilité des sols imbibés d'eau, comme cette place publique à Delma 31, construite sur un sol fragile et qui n'a pas résisté à la première averse. Nous avons encore une situation, Kouessa,
un creux de surface, creux d'altitude, qui mélangeait un peu pour journée aujourd'hui, qui est capable de nous quelques activités la pluie encore, et surtout à souhait. Mais par contre, la situation l'a améliorée graduellement, de telle sorte que demain, activité la pluie est un peu moindre, mais par contre, a toujours un petit risque d'inondation parce que le sol là est assez saturé dans le niveau ça. Donc, n'importe qui la pluie tombée a capable de provoquer des débordements. Donc, c'est pour ça et on a demandé aux gens qui habitent dans une zone sensible à ces dangers, inondation, glissement de terrain, éboulement, continuer à montrer très vigilant, très réactif pour ne pas continuer à enregistrer cette chargée encore. Dans la zone métropolitaine, au centre-ville, à Martissan, à Delma, en plaine, les dégâts sont considérables, sans parler des détritus de toutes sortes laissés sur la chaussée par les eaux et les alluvions. Un décor effroyable, un danger permanent pour la santé, un déjà-vu qui se répète trop dans le pays, surtout à la capitale. Suite au reportage concernant les emplacements des panneaux publicitaires géants, cette fin de semaine, suite aux averses de samedi, un panneau est sorti de son socle. Le danger est réel. Suivez ce papier avec notre collaborateur Jean-Robert Delciné. Voilà le danger qu'on vous avait expliqué lors de notre précédent reportage. Ce billboard géant placé sur la route de l'aéroport à proximité de la rue ACD. Heureusement sans faire de victimes au sein de la population à notre connaissance. Observez bien, après son effondrement, quelqu'un a eu l'idée géniale de l'attacher à un pylône électrique à l'aide d'une corde sans se soucier peut-être du danger de son action pour les passants qui fréquentent cette route, donnant accès direct à notre plus important aéroport international. Tout le long du boulevard Toussaint-Louverture, route de l'aéroport, ces billboards géants, de véritables menaces en période d'intempéries sont partout. On les retrouve n'importe où, à côté des fils de haute tension, sur les trottoirs, gênant parfois le passage réservé aux piétons, ignorant peut-être le danger qu'ils représentent. Il y en a qui s'étendent sur toute la largeur de la rue, qui occupent tout l'espace et qui donnent l'impression d'être suspendus sur nos têtes. Sur la structure de celui-ci, on peut même remarquer une publicité d'un service de l'État, SMCRS, la délinquance d'État à son comble. D'aucuns s'interrogent sur la responsabilité des compagnies qui payent pour implanter ces panneaux publicitaires. Sont-ils conscients de leurs actions? Où sont passés nos responsables de sécurité publique? Où sont nos maires? Pourquoi sont-ils grassement payés? Qu'attendent-ils pour agir? En guise de réponse, nous vous laissons avec ce message inscrit sur l'un de ces billboards. Jean-Robert Delciné, Télégalaxie. L'ONA annonce des mesures de renforcement de son système de protection sociale pour ses assurés et va déployer sur tout le territoire une brigade nationale afin de contraindre les patrons à respecter à la lettre la loi relative au paiement de la cotisation d'assurance pour leurs employés. Le directeur général de l'ONA, Emmanuel Ménard, se veut clair. Mettre quoi, veiller quoi, nous devons annoncer ça. Il y a une brigade nationale qui pourra prendre la rue là pour me dépister et entreprise pour me checker tout parce que loi bail l'ONA pouvoir pour brigadier ça qui a prêté serment tribunal capable d'entrer dans le livre pour le garde payroll. Nous avons un officier de liaison que nous mettons la DGI pour les gens qui fait déclaration ça est les TMS là ils comptent payer TMS ils font une déclaration dans la DGI et tout le monde l'autre livre pour l'ONA. Donc nous allons contrôler tout ça. Et avec le ministère et commerce, vous connaissez un recensement été fait des entreprises, tout le monde qui gagne un business, eh bien, le gouvernement ça a un accent particulier que l'a mettre sous protection sociale pour le monde commencer grand monde pour le capable gagner une institution qui prend en main, qui dépense les malades, qui dépense les mourir. Et l'orgue pension ça tout. Sous mourir, madame a gagné un petit grappe d'ail là-dedans. Sous une petite qui, pour encore 18 ans,
il y a bal grab d'ail tout. Donc l'ONA, c'est pour taxer, l'or bail 6%, pas tout en bail 6%, c'est pour l'or commencer grand monde, ou on caisse côté assuré, ou vin la donne. De pour gagner un nombre d'années ou commencer bail, au lieu de prendre pont dans la rue, ou vin la banque par ou qu'à prêter comme sous sorte qu'on bail pas moi, et si son petit business soit fait, ou capable d'aller dans l'ONAPAM. Autres informations communiquées par le numéro 1 de l'ONA, c'est la réouverture de la section prêt hypothécaire fermée depuis 8 ans pour le mois de mai. Cette section sera réactivée, suivie du lancement du centre technologique de l'institution Adelma. Suivons Emmanuel Ménard. Nous allons ouvrir un crédit pour consommation, nous avons un crédit en 50 mois. Donc ça veut dire un journaliste besoin d'acheter une machine là, il vient avec tout papier, il garde lui. Eh bien, nous avons un crédit, il n'est pas obligé de prendre 50 mois. Il doit prendre en 10 mois, en 20 mois, en 30 mois, mais nous pouvons aller jusqu'à 50 mois. Si besoin d'acheter un friseur, besoin d'acheter un bagaille, quelque chose. Ça, c'est pour cotiser, ça, c'est pour consommation. Si il est assuré depuis 5 ans déjà, depuis l'assuré, les ouvriers et prêt hypothécaire là, il a fait toutes des démarches, il est capable de gagner un petit caille ou bien un petit thé pour le capable de parer la pluie parce que caille coulé, tromper soleil, mais il va tromper la pluie. Clôture ce lundi du processus d'attribution de numéros de campagne aux entités politiques habilitées à prendre part aux prochaines élections en Haïti. En effet, lors d'un second tirage au sort tenu à la direction des opérations électorales, le Conseil électoral a octroyé 23 numéros aux partis et plateformes absents au cours de la première phase de ce processus samedi dernier. Certaines formations politiques dont Respect, Gré et Haïti en Action ont enfin obtenu un numéro de campagne. Le directeur exécutif du CEP, Maître Mousler Georges, se montre on ne peut plus satisfait des avancées enregistrées dans le processus électoral. Il est au micro de Jean-Alain Macajou. Parti candidat indépendant, n'a commencé par un numéro à partir de numéros que parti qui finit pour parti politique. Par exemple, là, nous avons des numéros de 1 à 131 pour parti politique. Donc, candidat indépendant, il y a besoin de numéro à partir de numéro ça. Il ne va pas aller devant parce que pas de numéro devant. Premier arrivé, donc, premier arrivé, premier servi dans le candidat indépendant, c'est comme ça, il n'y a pas de numéro. C'est l'autre volet dans la question. Le processus électoral, là, il y a un document qui dit, mais quand il commence, mais quand il a fini, c'est le calendrier électoral. Nous lançons le calendrier électoral là, le 16 avec inscription parti politique. Nous finissons inscrire parti politique, nous publions la liste des partis politiques agréés. Jeudi, vous faites assister avec fin tirage au sort pour bailler parti politique au numéro. Jeudi à tout, nous démarrer avec inscription candidat pour député, pour sénateur. Processus ça a fini le 19 avril. Et le 1er mai, Jean-Philippe Soda annoncé, le 1er mai, n'a publié la liste définitive des candidats agréés pour les élections, alors candidats aux élections législatives, pour élections qui venir. Donc c'est là nous y dans le calendrier et jusqu'à présent la presse témoin nous très transparent et nous respecter délai que nous avons pour nous publier, réaliser toute activité que nous avons réalisée jusqu'à présent dans le calendrier électoral. Ouverture ce lundi du processus d'inscription des candidats pour les élections législatives. Les intéressés sont invités à s'inscrire en ligne sur une adresse électronique prédisposée à cet effet par le Conseil électoral provisoire, informe Jean-Philippe Augustin. Il est le directeur du registre électoral au niveau du CEP. Par ailleurs, Jean-Philippe Augustin annonce la fermeture le 11 mai prochain du registre électoral général. Il est au micro de Jean-Alain Macajou. Jeudi dernier, nous avons fait une journée technologique avec partis politiques côté nous présenter un système de pré-enregistrement de candidats en ligne. Système ça, c'est un système qui demande un certain degré de sécurité. N'importe qui n'est pas supposé accéder à lui-même. C'est dans ce sens ça que après, pendant le tirage au sort, là, chaque parti politique qui joue nos numéros, il te joue en même temps une correspondance qui demande soumettre CEPA, non aux techniciens, côté avec username technicien, non d'utilisateur, pour nous cas, technicien ça moyen pour
il y a un mot de passe pour l'accès à ce système. Donc, son procédure liée, la procédure est quoi? Chaque parti politique a gagné contrôle de ça les pré-enregistrement des candidats. C'est parti politique a pré-enregistré les candidats et le système a produit automatiquement un certificat que le parti politique l'a signé, l'a scellé, l'a remettre candidat pour le candidat qui a présenté une inscription normale au niveau de BED. Isieux, en France, où se trouve François Hollande, c'est ici que le 6 avril 1944, sur ordre du chef de la Gestapo de Lyon, que 44 enfants juifs et 7 adultes ont été arrêtés et déportés vers des camps d'extermination. François Hollande est le premier chef d'État français à se rendre dans ce lieu transformé en musée de la mémoire depuis la visite en 1994 de son prédécesseur François Mitterrand, qui en avait fait un des grands projets de sa présidence. Dans l'actualité également, les combats sont donc toujours en cours au Yémen. Les milices chiites houthis poursuivent leur progression dans Aden, la deuxième ville du pays, malgré les frappes aériennes de la coalition menée par l'Arabie saoudite. La situation humanitaire se dégrade un peu plus chaque jour. Hier, le Comité international de la Croix-Rouge a obtenu le feu vert de Riyad pour acheminer équipements et personnels médicaux dès aujourd'hui au Yémen. Cécile Galluccio. Au milieu des nuages de fumée, les habitants d'Aden font face à une autre bataille, celle de l'eau. Armés de leurs bouteilles en plastique, ils viennent s'approvisionner dans ce puits, l'un des seuls actifs de la ville. Ça fait 5 jours que nous sommes sans eau et tous les jours, les Houthis nous ont attaqués. Pas d'eau, mais aussi pas d'électricité dans certains quartiers. Les réserves de médicaments et d'équipements dans les hôpitaux diminuent considérablement. Difficile également pour les habitants d'obtenir de la nourriture. Les magasins sont vides et il leur faut à chaque fois braver les combats. La coalition a donc autorisé la Croix-Rouge à leur venir en aide. Une équipe de chirurgiens devrait arriver par bateau à Aden. Et à Sanaa, la capitale, c'est par avion que du matériel doit être acheminé ce lundi. Donc d'assistance qui est spéciale pour traiter des blessés de guerre, c'est une assistance très spécifique qu'on ne trouve pas nécessairement sur tout le territoire yéménite. Sur le terrain, l'offensive Houthi à Aden se poursuit. Dans le quartier d'Al-Mualla, des combats à l'arme lourde ont fait des dizaines de victimes dimanche. Pour le 11e jour consécutif, la coalition menée par Riyad pilonne les positions Houthis. L'Alliance se dit confiante dans la capacité des forces loyalistes de bouter les Houthis hors de la ville. Nous espérons que dans quelques jours, les comités populaires contrôleront la majeure partie de la ville. Nous sommes certains, et je vais vous montrer des vidéos, d'avoir coupé tout mouvement de troupes vers Aden. Plus tôt, ce sont les Houthis qui revendiquaient le contrôle de la deuxième ville yéménite. La situation est stable. Notre armée et nos forces de sécurité repoussent les groupes extrémistes du quartier d'Al-Mualla à Aden. Aden est le dernier bastion des partisans du président Hadi. La ville est stratégique grâce à son port. Aux portes de la mer Rouge, c'est une voie maritime importante pour le commerce international. Direction la Syrie à présent. L'organisation de l'État islamique se trouve aux portes de Damas. Les djihadistes se seraient emparés ce week-end de la quasi-totalité du camp de réfugiés palestiniens de Yarmouk, situé à environ 7 km du centre de la capitale. 2000 personnes environ ont été évacuées entre vendredi et samedi, selon un responsable de l'Organisation de libération de la Palestine, Ludovic de Foucault. Voici les dernières images filmées des combats à l'intérieur du camp de Yarmouk. Des membres du groupe État islamique font feu alors qu'ils avancent à travers les rues. Ils contrôleraient 90% de ce camp de réfugiés palestiniens dans la banlieue de Damas, de plus en plus près du centre du pouvoir. Ils décapitent les gens et balancent leur tête dans la rue. J'espère que le gouvernement et les milices palestiniennes les repousseront. Le camp a été pris d'assaut par les djihadistes mercredi. Depuis, il est le théâtre d'intenses combats. Il a aussi été visé par de nombreux raids aériens du régime. Yarmouk a été bâti pour accueillir les Palestiniens qui fuyaient la guerre israélo-arabe de 1948. Et depuis 2012, le camp est pris entre les feux des combattants rebelles d'un côté et des soldats du régime de l'autre. Mais pour l'ONU, la situation n'a jamais été aussi désastreuse qu'aujourd'hui. Il n'y a rien à manger, rien à boire.
et très peu de médicaments. La situation dans les camps est au-delà de l'inhumanité. Les gens sont bloqués chez eux. On se bat dans la rue, il y a aussi des bombardements aériens. Cela doit cesser, les civils doivent être évacués. Plus de 100 réfugiés se sont enfuis ce dimanche. Ils ont pu rejoindre les 300 familles qui les avaient précédés samedi. Mais plus de 18 000 personnes sont toujours à l'intérieur. Parmi elles, 3 000 enfants. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir. À bientôt.